From Fighter Club to Next to Me. Est-ce que c'est pas bon? Bonjour Cédric Attends, il faut Doumbé. que tu reviennes dans l'écran quand même. On voit plus, la caméra est tournée. Attends. Il- On va arranger ça, regarde ça. Hop. Il était dans l'écran, il est dans l'écran, T'as c'est vu ça fabuleux. ou Il y a le bonnet en plus, tu vois. Twitch, Le retour du bonnet. Twitch, ma passion des bonnets peut être assouvie sur Twitch, c'est ça qui est magnifique. Ça va Alex ou quoi? Ça va et toi mon Lému? Ça va top. Ça Salut va, le les chats, salut à tous. Comment vous allez tout le monde? Salut Tonton Bailly, salut Léo, salut Get, salut Manel. Semaine exceptionnelle, semaine spéciale. La plus belle carte de l'année. J'ai l'impression de m'entendre en double, c'est bizarre. Non. Moi je t'entends bien. Mais... Je m'entends bien? Ouais. Ok, ça va alors. La carte de l'année. Salut Danitz, salut Lisa. Salut Jibo, comment ça va tout le monde? La carte de l'année, UFC 294. L'UFC de retour à Abu Dhabi. On vous en parle depuis quelques jours. On va continuer à vous en parler jusqu'à samedi. On est très heureux, c'est la troisième fois de l'année. Et c'est quand même assez ouf. Monsieur Herbinet dans la sauce? Non, je vais pas le mettre dans la sauce. Non, s'il vous plaît. Je le mets dans la sauce tous les jours, de toute façon. Exactement. Mais là, on va essayer de le laisser un peu tranquille, le reste. Définition de notre Je te travail. jure. C'est une dédicace. Qu'est-ce que je voulais dire? Troisième fois qu'on va vous proposer les combats préliminaires, le début de la carte sur Twitch. On est très 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 heureux de ça. Ça va régaler. Ça sera Yeah, c'est samedi du prime à time, partir. faut qu'on en profite. Hein. De C'est rare quand même. Hein. De Souvent on se lève à 6h du mat pour Je voir te ces jure. UFC. Donc Là, là, on se lève ou on se couche où on se à couche, 8h. exactement. Là, c'est cool de pouvoir en bénéficier à nos horaires. Et puis Je avec te jure. la prélim sur Twitch à partir de 18h, on va se régaler, les gars. On va se régaler. Du coup, pour aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, et c'est toi qui es venu pour me proposer ça, Alex. Vous le savez, la carte a énormément changé en l'espace de 24 heures. À peu l'espace près, de ouais. 24 heures. Avec les deux co-main events qui ont changé. On appelle ça des short notice, Short pardon. notice, dernière minute, tu Voilà, pourrais dire. c'est Un ça. peu, pour Et tu sais, traduire. on pourrait forcément se dire, putain, ça va pas être équilibré, etc. Mais non. L'histoire nous prouve en tout cas l'UFC qui a souvent eu ce qu'on appelle des upsets, c'était le terme que j'ai failli Exactement. utiliser juste avant, des surprises en tout cas. En short Et notice. tu nous as fait un petit top 10. Bah, c'est ce qu'on a voulu montrer parce que ouais, beaucoup ont dit c'était en gros à 11 jours du combat, c'est même pas en gros, c'est sûr, à 11 jours du combat qu'on a annoncé à Alex Volkanovski qu'il allait remplacer Charles Oliveira et Kamaru Usman c'était le lendemain, donc on est à 10 jours de l'événement. Beaucoup ont dit dès qu'on a annoncé, mais de toute façon s'ils perdent, voilà, c'est qu'ils se seront pas assez préparés, ils n'ont pas le temps pour, c'est presque pas du jeu, les autres Ouais. sont en camp de préparation depuis des semaines, et donc nous on a voulu vous montrer, on va vous montrer avec un petit top 10 que c'est possible, qu'il y en a plus d'un qui l'ont fait. Alors on va vous montrer des short notice qui étaient plus longs, où les gens ont eu le short notice, enfin le changement d'adversaire un mois avant. Il y en a aussi qui sont plus courts que ce qu'on a là, encore plus court que 10 jours, et vous allez voir qu'il y a des upsets possibles et que c'est pas une rareté dans l'histoire de l'UFC que ça arrive. Restez là parce que Alex m'en a parlé rapidement au fur et à mesure. Il y a des histoires complètement dingues. Ouais. Bah alors d'abord, avant qu'on rentre dans les 10 upsets, je voulais te faire un petit historique de cette idée de short notice, parce que c'est vrai que dans le sport, on n'est pas habitué. Quand tu as un match de foot qui est présidé, peu importe le nombre de forfaits dans l'équipe, le match de foot, il a lieu. On remplace pas une équipe par une autre. Donc c'est une spécificité des sports de combat, parce que quand tu es blessé, tu peux pas combattre, tout simplement. Donc d'abord, avant de rentrer dans ce top 10, je voulais vous faire quelques minutes d'explication historique du short notice pour montrer que ça a toujours eu lieu à l'UFC. Le plus court short notice de l'histoire. Donc le mec qui a dû le plus vite se dire ok, je vais prendre ce combat là. N'hésitez pas dans le chat. C'est à l'UFC 2, messieurs. l'UFC 2. Mars 1994, c'est à l'époque où l'UFC c'est les tournois, donc il y a plusieurs combats dans la même soirée. J'avais 5 ans. Et quand il y avait les tournois, et j'en avais 12. J'en avais 28 déjà. 28. Et donc c'est les tournois à l'époque. On fait plusieurs combats dans la même soirée. Donc comme tu as les tournois, ils mettent un remplaçant. Donc le remplaçant ce soir-là, c'est Fred Etich. Et on lui dit après, en fait, un Frick Amaker gagne son premier round, mais se blesse à la main dans le premier round, dans le premier combat. Donc il peut pas faire son combat suivant. Et donc Rorion Gracie, qui est un des cofondateurs de l'UFC, de la célèbre famille Gracie, vient voir Fred Etich et lui dit à 20 minutes du combat, c'est toi qui le prends, c'est toi qui le remplace, t'es en short notice là, tu combats dans 20 minutes dans la cage. Et il avait déjà combattu dans la soirée, lui, ou il était vraiment Fred, il était en train de gérer des trucs backstage pour aider l'organisation et tout. Il se retrouve dans 20 minutes, tu combats, va te changer, va te préparer. Il servait des coca, le ref. Il gagne, voilà, il était pas loin de ça, franchement. Il n'y a pas d'upset. Il gagne pas, c'est trop short. Mais bon, il se fait même soumettre dans le premier round, mais par Johnny minutes. Rhodes. Mais 20 minutes pour se préparer, c'est le plus court de l'histoire de l'UFC et c'est dès l'UFC 2. Donc c'est assez marrant. Vous allez voir aussi que des short notice pour des championnats du monde, pour des titres, des ceintures. Pareil, c'est assez vieux. UFC 15, le premier qu'on a eu.
97, on est en 97 cette fois-ci, et Tank Abbott, qui est une superstar, qui a fait du catch aussi à l'époque, et une star à l'époque aux États-Unis, remplace Dan Severn pour affronter Maurice Smith pour la ceinture des lourds. En fait, l'UFC se rend compte que Dan Severn, qui a combattu le week-end d'avant au Pride au Japon pour le premier événement du Pride, s'est blessé pendant le combat et qu'il ne peut plus combattre la semaine d'après. Déjà, c'est des dingueries, il faisait 2 combats en 2 semaines, enfin, c'est des trucs complètement lunaires. Donc, ils prennent Abbott pour le remplacer à quelques jours du combat pour un titre mondial. Abbott va perdre, il finit par abandonner verbalement, il dit j'en peux plus, j'en ai marre. Mais voilà, donc, dès l'UFC 15, dès 97, vous avez des short notices pour des championnats du monde. Je vous ai fait quelques listes d'histoires un peu marrantes, mais on a par exemple des nouveaux venus à l'UFC 50 en octobre 2004, Tito Ortiz qui devait faire une trilogie contre Guimès Guerre. Ce dernier, il est victime, il a même une stroke, il a un problème au cœur dans les derniers jours de l'événement. Il le remplace par Patrick Côté, 5-0, jamais combattu à l'UFC, qui devait combattre en préliminaire et qui se retrouve en main event contre une des grandes stars de l'orga, qui saisit sa chance. Il va le perdre sur décision unanime, mais voilà, il a saisi sa chance pour le prendre. En 2013, en Suède, celle-là, elle est marrante. Gegard Mousasi, grande légende pour ceux qui connaissent le MMA, qui est passé par plein d'organisations, ancien champion à Strikeforce notamment. Il doit affronter Alexander Gustafsson, le local, en main event d'un événement en Suède. Gustafsson se blesse, coupure à la tête à l'entraînement 4 jours avant l'événement. L'UFC cherche un remplaçant, ils savent pas trop qui mettre. Ils mettent Ilir Latifi, qui est en fait juste le partenaire d'entraînement de Gustafsson, qui avait jamais combattu à l'UFC, qui se retrouve en main event dans son pays. C'est ouf. C'est en short, voilà, t'es pas censé aller à l'UFC, boum, tu te retrouves en main event dans ton pays. Il doit perdre 12 kilos en 3 jours. Il les perd, il le fait, il va perdre le combat, décision unanime, mais chapeau quand même à lui. Bah, il a gagné le premier combat, comme on a l'habitude de dire. Hein. Exactement, celui-là il l'a bien gagné. Une année plus tard, 2014, UFC 177, Joe Soto, qui doit faire ses débuts dans l'organisation. Et doit y avoir la revanche entre TJ Dillashaw et Renan Barao. On va en reparler plus tard dans notre top 10 de ces deux-là. Dillashaw, qui est le nouveau champion, doit défendre une revanche contre l'ancien champion Renan Barao. Sauf que Barao glisse dans son bain pendant son cutting, il glisse dans sa baignoire, il se blesse, impossible de faire le combat, donc on est au cutting, on est à 2 jours de l'événement. Il retrouve Joe Soto, donc, qui fait ses débuts dans l'orga, main event, combat pour le titre. Début à l'UFC. Merci, on y va. Il se fait finir au 5e round, mais il pousse quand même jusqu'au 5e round. Même, c'est ouf. Mais voilà, histoire extraordinaire. Quelle année t'as dit déjà ? 2014, ça, UFC 177. Et les 2 derniers, un peu marrants, UFC 200, juillet 2016, le grand anniversaire de l'UFC. Le main event au départ, ça devait être Conor contre Ned Diaz 2. Mais Conor va pas dans les conférences de presse de l'UFC, donc il le retire du main event. Le deuxième main event, ça doit être Daniel Cormier contre John Jones, sauf que John Jones est positif quelques jours avant l'événement, donc il est retiré. Et au dernier moment, il faut sauver un peu un des combats principaux, parce qu'il y avait aussi Brock Lesnar qui était revenu pour... Et il y avait un championnat du monde, Miesha Tate, Holly Holm, je crois, chez les femmes en main event. Mais il faut sauver ce 3e gros combat. Donc on trouve Anderson Silva, légende de l'UFC, l'ancien champion des middle, qui accepte en 48 heures d'affronter Daniel Cormier dans la catégorie d'au-dessus où il avait déjà combattu. Mais bon, il sera battu au final, mais il sauve un peu alors qu'il s'est fait opérer de la vésicule biliaire 7 jours avant, Anderson Silva. C'est pas grave, j'y vais. Je vais à l'UFC 200. Il se fait battre, mais voilà, il y a quand même... Il les avait en titane, hein, pour parler un peu franchement. Et UFC 223, avril 2018, celle-là elle est marrante parce que c'est l'événement où il y a l'incident avec le bus avec Conor McGregor. Donc Khabib Nurmagomedov doit combattre, Conor vient avec ses potes, lui lance un trolley sur le bus, ça finit devant les flics puisque c'est une agression en dehors du combat. Enfin, c'est complètement lunaire cette semaine, cette fight week là. Khabib il doit affronter Tony Ferguson. C'est un combat qui a jamais eu lieu, c'est un what if, il a été annulé 5 fois ce combat, on le voulait absolument à une époque, il a jamais eu lieu. Là il a pas lieu parce que Tony Ferguson, tu vas rigoler là, il se blesse au genou en se prenant un câble pendant qu'il fait une interview sur Fox. Il finit l'interview, il se lève, il se prend un câble, ça lui déboîte le genou. Quelques jours avant l'événement, boum, on est off. Max Holloway prend le short notice, on est 6 jours avant l'événement quand Ferguson se blesse. Max Holloway prend le short notice, il dit ok, c'est moi qui va affronter Khabib, sauf qu'il n'arrive pas à faire le poids. Donc le jour de la pesée, la commission athlétique de New York, puisque ça se passe à Brooklyn, lui dit on peut pas te laisser combattre, tu peux pas faire le poids, et donc l'UFC trouve un jour avant l'événement Al Yaquinta qui va finalement faire le main event contre Khabib et qui va perdre, et Khabib deviendra ce jour-là champion des poids légers de l'UFC. Donc vous voyez, j'aurais pu vous en citer 50 autres, il y a énormément d'historiques sur les short notices à l'UFC, mais là on vous a fait que des défaites. Là on va rentrer dans le top 10 de ceux qui ont fait les surprises et les upsets. Là ça va être marrant. Est-ce que juste rapidement, on a écouté le Fighter Club, les deux qui débarquent là, Kamaru Usman et Volkanovski, ils ont vraiment leur chance ?
Moi, je pense qu'ils ont leur chance. Je pense que notamment, et par les 2 noms qu'on vient de citer, il y a beaucoup plus de chances que citer d'autres noms. Okay. Le premier, on va prendre Kamaru Usman. Kamaru Usman, pourquoi ? Parce qu'on sent, il a combattu en mars contre Leon Edwards, sa 2e défaite de suite, ça fait donc plus de 6 mois. On sent bien qu'il était en prépa de combat, qu'il avait envie de combattre, qu'il cherchait une date, qu'il cherchait un adversaire. C'est un mec qui est hyper sérieux à l'entraînement. Quand on le voit, les images qu'on a vues à l'entraînement, là, il n'y a pas de souci. Il est très affûté, même pour un 84, puisqu'on rappelle qu'il combattait en 77, Kamaru Usman. Et il y avait cette rumeur qui tournait, qui n'a jamais été officialisée, qu'il était en fait le remplaçant de Chimaev Costa et que l'UFC l'avait un peu sur le côté au cas où. Il sentait la pilule. Ouais, avec Costa et Chimaev, t'as quand même moyen que soit l'adversaire saute, soit eux sautent. Enfin, tu vois, il y a toujours eu des dingueries avec ces mecs-là. Donc, je pense que l'UFC s'était en effet assuré un petit truc et qu'il se préparait plus ou moins. Peut-être que Costa avait un peu prévenu avec les 2 trous qu'il avait dans le coude aussi. Tu vois, 3 semaines avant, moi je suis l'UFC quand même, je commence à appeler à droite à gauche, à dire bon, le gars, il y a quand même moyen qu'il saute. Il y a quand même possibilité. Il a un tunnel dans le coude, le type. Volkanovski plus compliqué parce qu'il a combattu en juillet. Yair Rodriguez, il défend sa ceinture des moins de 66, KO au 3e round. Il se fait opérer du poignet juste derrière, donc on est début juillet, autour du 10 juillet. Il part en vacances sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec sa femme dans des stades, voilà, il est pas à l'entraînement. Et il le prend donc en fin septembre, alors que lui pensait combattre contre Ilia Topuria en janvier, défendre sa ceinture des 66 en janvier, donc il avait quand même une grande marge. Il était rentré en prépa quand même. Je pense, début de prépa. Pas de prépa spécifique en tout cas, il était revenu à l'entraînement, donc il était en prépa. Là où c'est positif, c'est que c'est un mec qui s'entraîne tout le temps, on le sait, Volkanovski, c'est un hyper sérieux à l'entraînement. Baba dans le Fighter Club, mon partenaire disait, et je pense qu'il a bien raison, c'est bien le genre en vacances à aller faire un entraînement à la salle de sport de l'hôtel le matin avant d'aller tranquille profiter avec la famille. Pendant que sa femme se prépare. Tu vois, exactement. Donc je pense qu'on était plutôt sur ce genre de mec. Et moi, comme je l'ai dit, et ça j'en suis persuadé, et je pense que dans la Fight Week on lui posera les questions là-dessus, je pense qu'il pense à la revanche depuis le lendemain de sa défaite en février contre Makhachev. Makhachev, lui, savait qu'il y aurait sûrement du Charles Oliveira ou du Dariush, des mecs comme ça. Je pense que Volkanovski, il a 35 ans, c'est son dernier grand objectif en carrière. Il a lavé la catégorie des 66 kilos. Aller chercher cette 2e ceinture, ça poserait son nom dans le débat du plus grand de l'histoire, définitivement. Donc je pense qu'il a que ça en tête et que, au moins en termes de discussion sur les ajustements à faire, ça fait des mois qu'il en discute avec ses coachs et qu'il sera prêt, en tout cas dans le game plan et dans l'approche mentale du combat, il sera complètement prêt. Est-ce que le physique suivra après ces arrêts un peu cet été ? On verra. Moi je lui fais confiance parce que c'est une machine. Puis tant mieux pour nous, hein, parce que le match aller, le combat aller était un des plus beaux combats de l'année déjà, donc c'est que du régal pour nous au final. Ouais, totalement. Donc du coup ce top 10, on commence par Chris Leben face à Yoshihiro Akiyama. Exactement. C'était juillet 2010. J'ai les souvenirs, mais je vous ai tout noté. On est transparent avec le chat. J'ai fait toutes mes recherches. Tu peux demander à l'ému quand il est passé me voir. J'étais comme un gamin. Oui, il était comme ça. Quand tu me fais faire toutes mes recherches sur l'histoire de l'UFC, ça me fait replonger dans mes vieux souvenirs. Je suis comme un ouf. Il est en mode comme ça. Il était comme ça. Frérot, je kiffe trop la semaine dernière. Ça me rappelle plein de souvenirs. Je fais vas-y, viens, frérot, viens. Et il y en a que j'ai retrouvé après en pensant à d'autres. J'ai dit mais il y a celui-là aussi. Enfin, c'est un délire. À chaque fois que je venais, c'était en mode ça sera un top 5. Je revenais, ça sera un top 10. Ça te dérange si c'est un top 50? Attends, faut doser, frérot. Est-ce que vous avez 3 heures là sur le chat ou pas? Est-ce que c'est possible qu'on se lâche un peu? Donc je vais vous raconter un peu toutes les histoires de chacun, en tout cas, qu'on s'amuse un peu. Chris Leben, Yoshihiro Akiyama, UFC 116, on est en juillet 2010. C'est 2 semaines après une victoire sur Aaron Simpson pour Chris Leben. Il reçoit un appel pour remplacer Wanderlei Silva, une des légendes de l'UFC. Moins de 2 semaines avant son combat contre Akiyama. Akiyama, il a alors été battu qu'une seule fois en carrière. Clin d'œil, c'était par Jérôme Le Banner en début de carrière. Il reste sur une série de victoires assez impressionnantes, donc c'est compliqué de le prendre en short notice. Le combat, c'est un classique absolu. C'est un des plus beaux combats de l'histoire des moins de 84 kilos. Si vous avez jamais vu ce combat-là, allez-y, vous serez pas déçus. Et Leben, qui est pas favori du tout contre Akiyama, puisqu'il l'a pris non seulement en short notice, puis Akiyama, je vous ai dit, le CV de l'époque, il finit par le soumettre avec un triangle au 3e round. Extraordinaire combat. N'hésitez pas si vous voulez aller voir ça, parce que ça mérite le déplacement. Tu veux mettre des images en fait, parce que je t'ai pas assez briefé sur ça. Tu vas mettre des images à chaque fois ou Non, comme tu veux. Alors Akiyama, à savoir qu'il participe dans un show sur Netflix. Un show coréen. C'est le truc avec les 100 mecs et à la fin. Comment il s'appelle ce show? Je sais plus le nom. Je l'ai regardé, il a pas du tout plu à ma femme, je te le dis tout de suite. Elle n'en pouvait plus de ce show. C'était marrant, je trouve. C'était marrant. Mais par contre, bon gars de fou, quoi. Ouais, totalement. Bon gars de fou. J'avais tilté sur le moment et je me rappelais pas du tout. Merci de me rappeler le truc, parce que quand j'ai regardé la série, je me souvenais très bien de lui et j'avais tout de suite tilté. Et c'est vrai qu'il était dans cette série. Il va loin en plus. Il va loin de fou. Il va en finale. Il va jusqu'à la fin. Il va super loin. Non, mais attends, très bonne, 100% physique le show. 100% physique, c'est ça. Non, Squid Game, c'est un autre show, les gars, parce qu'il y avait Squid Game. C'est le truc où il se tue, ça, c'est autre chose. C'est celui-là. C'est celui-là le fight. Chris Leben, ça doit être ça, ouais.
C'est celui-là le fight, je crois. Ah, tu vois, regarde, le titre de la vidéo de YouTube, c'était Best Fight UFC Ever Seen. T'as vu ça, frérot là, ça vous résume à peu près tout ce qu'il va y avoir. Mais vas-y, on enchaîne. Tu veux qu'on enchaîne sur le 9 ? Ouais, à la limite, on peut se mettre les derniers, je pense, ceux les plus hauts sur la liste, qui sont un peu courts, notamment les deux derniers. Ce sera sympa peut-être de te les placer en entier et puis qu'on discute dessus, si ça te va. Le numéro 9, on passe au numéro 9 de ma liste. Beneil Dariush contre Alexander Hernandez, UFC 222, mars 2018. Beneil Dariush, vous le connaissez, vous l'avez vu récemment, il était contre Charles Oliveira, c'est aujourd'hui un des tops de la catégorie des moins de 70 kilos, la catégorie de notre Benoît Saint-Denis national. Donc c'est quelqu'un qui est encore très prévalent à l'UFC aujourd'hui. Il est dans le top 15 à l'époque. Il doit affronter Bobby Green, qu'on connaît aussi aujourd'hui à l'UFC. Ce dernier se blesse, forfait. Hernandez prend sa place pour ses débuts à l'UFC. Début à l'UFC d'Hernandez. Il affronte un top 15. C'est quand même déjà une dinguerie pour le coup. C'est un peu comme Benoît Saint-Denis quand il avait affronté Éliseu pour ses débuts en short notice d'ailleurs. On aurait pu le mettre un Benoît. Ouais, il avait perdu ce combat-là, donc mais c'était pas une surprise, mais on aurait pu le mettre. Mais ça lance sa carrière. Voilà, pour le côté. Et puis tout le monde a retenu ce combat, même s'il le perd en fait. Carrément. Et Hernandez, donc il prend pour ses débuts à l'UFC, il prend sa place, affronte un top 15, il met KO Dariush au premier round. Merci, au revoir, salut, bienvenue, je m'installe à l'UFC. Donc ça c'est cool parce que c'est une porte d'entrée, là tu signes ton entrée avec un point d'exclamation quand même assez fort. Je te jure. Numéro 8, je l'aime beaucoup celui-là. Damien Maia contre Chris Weidman, UFC on Fox numéro 2, janvier 2012. Damien Maia, c'est une des sommités du jiu-jitsu brésilien. Tous ceux qui sont fans du MMA depuis très longtemps connaissent la qualité de sol de Maia. Marc Munoz est forfait. Donc l'adversaire prévu pour Damien Maia, qui était Michael Bisping, l'anglais qui a été champion chez les moins de 84 kilos, il prend sa place pour affronter Chael Sonnen. Donc il prend la place de Munoz. Donc résultat, Maia n'a plus d'adversaire. Weidman, qui est un petit jeune qui monte dans cette catégorie des moins de 84 kilos, prend la place de Bisping à 8 jours de l'événement. Il arrive à couper le poids, ce qui en 8 jours est compliqué quand tu dois couper beaucoup de kilos, ce qui était le cas de Weidman. Et il domine Maia, décision unanime qui va le lancer vers le titre. Il n'aura qu'un combat après avant d'aller prendre le titre à Anderson Silva, Weidman. Donc face à une légende comme ça, le faire en 8 jours et archi-dominer Maia, qui est quand même pas n'importe qui, c'était une sacrée performance de Chris Weidman et qu'annonçait un peu son run à la ceinture des moins de 84 kilos. Donc on était pour ce combat en janvier 2012. Numéro 7, on l'a vu. Frankie Edgar, Brian Ortega, UFC 222. Même que Dariush contre Hernandez d'ailleurs. Même soirée. Même soirée. Deux cas dans la même soirée. C'est prémonitoire. Mars 2000. T'as vu ? On y revient. Mars 2018, 5 ans après, 5 ans et demi après, on a encore une soirée où il y a deux combats qui changent au dernier moment. Celle-là, elle est terrible. Elle a un côté, c'est d'une tristesse pour Frankie Edgar. Frankie Edgar, qui pareil pour ceux qui aiment le MMA depuis longtemps, c'est un nom un peu Madeleine de Proust. C'est quelqu'un qui nous a donné tellement de bons combats. Edgar doit affronter Max Holloway pour le titre des 66 kilos. Dans le co-main event, c'est Chris Cyborg, la combattante brésilienne qui est en main event de cet événement-là. Max se blesse à la jambe, forfait. Edgar, il peut dire non à l'UFC. Il peut leur dire j'attends ma chance. J'attends qu'Holloway se rétablisse et je fais le combat pour le titre. Je suis challenger. J'ai pas à prendre un autre combat. Mais il les met sur la table pour parler crûment. Il accepte d'affronter Ortega à 3 semaines de l'événement. Là, on est à 3 semaines le short notice. Ortega le met KO au premier round sur un uppercut énorme. Et c'est Ortega qui récupère le combat pour le titre contre Holloway. Donc Edgar qui avait juste à attendre et à dire je m'en fous, j'attends Max. Il ose, il prend le défi. Il perd, et il perd sa chance pour le titre. Il aura une nouvelle chance pour le titre un peu après. Ouais, il l'aura quand même. Okay. Mais c'est terrible. Il y a un côté terrible quand même quand tu. Et il gagnera ce combat ou non, il le perd quand même contre Max. Mais voilà, mais c'est terrible parce que t'avais pas à le faire. Ouais. Tu prends le risque et le risque te revient à la tête. C'est cool parce que tu vois. Et Ortega donc choque les pronostics de l'époque. Parce que tu pourrais facilement dire mais du coup ça va être trop facile pour celui qui chope le combat. Enfin. Ouais, tu pourrais dire ça. Tu vois, celui qui chope le nouvel adversaire au dernier moment, etc. Au final, non. Hein. En fait, il y a un truc qu'on ne souligne pas assez, qu'on a dit dans le Fighter, qu'on a répété même 2 fois. Le short notice, ça marche dans les 2 sens. Ouais. C'est-à-dire, quand Islam Makhachev, on dit il a un peu de chance parce qu'il affronte Volkanovski qui a 10 jours de préparation. Sauf que Makhachev, ça fait 2 mois qu'il prépare Charles Oliveira, qui est un striker beaucoup plus agressif. En termes de tactique. Exactement, qui est beaucoup plus un homme qui va vers le jiu-jitsu, notamment qui sait se mettre sur son dos au sol pour aller chercher des soumissions, ce que fait pas Volkanovski, qui va plutôt être dans de la lutte, et de la lutte défensive, notamment pour se relever le plus vite possible du sol, face à quelqu'un comme Makhachev. Donc Makhachev doit totalement adapter son plan en fait à son nouvel adversaire. Donc la prépa physique, oui. La prépa du game plan et de comment t'abordes ton adversaire, ils sont au même niveau en fait. C'est ça ça marche dans les 2 sens. C'est intéressant. Donc on passe au numéro 6, on l'est mu. Numéro 6, il est plus récent.
Mai 2020, UFC 249, Tony Ferguson contre Justin Gaethje. UFC 249, il a un petit astérix à côté de son nom, c'est le premier événement post-Covid. On est début mai de 2020. Dana White dit rien à secouer de votre Covid, moi je veux reprendre mon business, donc j'y vais. Je fais ça dans des salles vides, mais j'y vais, j'en ai rien à faire. Donc il décide de faire ce combat-là en mai 2020. C'est le premier gros sport qui reprend d'ailleurs. À Vegas bien. Ouais. Non, c'est en Floride. Jacksonville, parce que c'est le seul état qui permettait d'accueillir, même sans public, des choses. Sans public. Ouais. D'accord. Qui permettait, faut que je vérifie, pour moi c'est sans public, c'est qui permettait d'accueillir des événements à ce moment-là, parce que le Covid à ce moment-là est en pleine, on est encore en confinement nous. Mais 2020, voilà, c'est tout début mai, c'est la toute fin de notre confinement, du premier confinement, donc t'es encore en plein dedans. Et d'ailleurs en fait, ce combat il a lieu parce que on devait avoir Khabib Ferguson, 5e fois qu'on devait l'avoir, le combat dont je vous avais parlé après, et cette fois il est annulé pour Covid, puisque le Covid empêche les déplacements internationaux, donc Khabib ne peut pas quitter la Russie pour rejoindre les États-Unis. Combat annulé. Ce combat, jamais il n'a eu lieu. Et il y avait une raison, il était maudit. Gaethje, donc on le book contre Ferguson pour le titre intérimaire, puisque le champion est Khabib, donc on met une ceinture intérimaire entre les deux. Ferguson, il reste sur 12 victoires de suite. C'est le moment où Ferguson, il est au sommet de sa hype. Il peut attendre Khabib. Un peu pareil que ce qu'on disait avec Frankie Edgar. Il peut dire à ce moment-là à l'UFC, je prends pas votre combat là, laissez-moi Khabib. Quand il revient, quand on peut tous voyager, on se fait ce combat-là que tous les fans attendent. Non, Ferguson, il y va. Il pense qu'il va détruire Gaethje. On est à 6 semaines de l'événement quand Gaethje prend le combat, donc un peu moins short notice. Gaethje va le détruire, le termine au 5e round, et c'est lui qui finalement affrontera Khabib. Parce que Hank Chinaski nous dit le fameux combat qui a changé le reste de sa carrière. Exactement. En parlant de Ferguson, il ne sera plus jamais le même après les patates de Gaethje. Depuis, il enchaîne les défaites. Avant, il était sur une série de victoires. Depuis, il a enchaîné des défaites. Et en effet, on sent que ce combat-là lui a enlevé des années de vie et lui a enlevé quelque chose parce qu'il en a tellement pris pendant ces 5 rounds avant de se faire terminer. Donc il pouvait attendre Khabib, comme Frankie Edgar, on avait le même exemple avec Holloway. Il l'attend pas, il se fait détruire, et plus jamais Ferguson n'aura. Déjà, le combat contre Khabib n'aura jamais lieu, et plus jamais il aura sa chance pour un titre ou pour quelque chose. Comme quoi, ça prouve il y a un côté terrible. Ça prouve vraiment que ce qui peut se passer samedi, ça peut faire bouger les lignes à mort dans les différents classements qui vont avoir lieu ce samedi là. Totalement. Un combat comme Ousmane Chimaev, tout est possible, le champ des possibles est hyper large. Si Ousmane gagne, on l'a dit, ce combat, Dana White a dit que le vainqueur affronterait Sean Strickland pour la ceinture des 84 kilos. S'il gagne, Ousmane, il a une voie vers un combat pour prendre une ceinture dans une 2e catégorie, être un des rares dans l'histoire à l'avoir fait et renforcer sa position dans la discussion des meilleurs de l'histoire. En plus, il affronterait Sean Strickland qu'il a déjà battu en 2017, Ousmane. Donc il arrivera avec une grosse confiance, je pense. S'il est détruit par Chimaev, il a 36 ans, il a plus de genoux, il resterait sur 3 défaites de suite. On n'est même pas à l'abri qu'ils disent vas-y, j'arrête. C'est qu'ils déposent les gants. Donc, tu vois, ces combats-là peuvent te faire passer de tout à rien presque en fait. C'est clair. Il y a ce côté-là qui est évident. C'est hype en tout cas. On rentre dans le top 5. T'as vu, je pouvais faire 3 heures. Je pouvais faire 3 heures. Moi ça me hype de ouf. On rentre dans le top 5, là on est sur des choses historiques. Ça me hype parce que bien que ça soit des gros noms que l'UFC a trouvé pour remplacer les annulations, t'as ce truc de ah merde, tu peux avoir ce feeling là, tu vois, ce feeling de ah merde, putain ça fait chier comme, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors que là avec ces histoires, tu te rends compte que ça peut juste encore plus être légendaire quoi. Je pense que tu finis toutes nos histoires, tu dis ah ouais, si en fait, et si il le faisait, donc là je vais mater parce que s'il le fait, c'est non seulement une dinguerie, vraiment, mais en fait il y a moyen quoi, il y a moyen, c'est pas et même perdu d'avance. Une dinguerie sur les 2 combats, c'est déjà énorme en fait. Elle sera déjà totalement, ce sera déjà largement mérité d'être devant son écran samedi soir sur Twitch puis sur RMC Sport 2. Top 5 on rentre, Renan Barão, TJ Dillashaw, UFC 173, on est en mai 2014. Renan Barão à l'époque, il est considéré comme le numéro 1 pound for pound, toute catégorie confondue, c'est un Brésilien, il reste sur une série de victoires, je sais plus mais l'impression, je crois que c'est genre 31 victoires en 32 combats sur ces 32 derniers, enfin c'est un délire total à ce moment-là. Il doit défendre son titre contre un compatriote, Rafael Assunção. Un mois de l'événement, le challenger se blesse, Dillashaw le remplace, c'est son premier main event à l'UFC. Tout le monde le donne perdant. Barão, c'est le numéro 1, je t'ai dit, toute caté confondue de l'époque, sauf qu'il le domine. Et il finit par le terminer KO au 5e round et il devient nouveau champion de cette catégorie des moins de 61 kilos. Il choque totalement le monde, TJ Dillashaw. Et on revient d'ailleurs, ça revient à un des exemples que j'avais donné tout à l'heure, où pour la revanche, c'est un nouvel arrivant qui va prendre la place de Barão. Donc, tu vois, ces histoires se recoupent. Ces histoires se recoupent en tout cas. Et ça, c'est un des plus gros upsets parce que vraiment, tout le monde voit Dillashaw, même si Dillashaw a beaucoup de talent.
allez, je vais pas dire tout le monde parce qu'il y avait forcément des mecs qui avaient parié un peu sur lui, mais la majorité des gens voient Barao lui rouler dessus. Et c'est pas du tout le cas, c'est tout l'inverse qui se passe. Et Eddie Lachaud commence son run de champion dans cette catégorie-là. C'est lourd. Top 4, il va concerner une des légendes de l'histoire de l'UFC, monsieur John Jones. John Jones, le champion actuel des poids lourds, ancien champion des lourds légers pendant des années. On parle de son combat à l'UFC 128, mars 2011, et c'est le combat où il prend le titre à Mauricio Shogun Roy. Et c'est là où il a le record du Exactement, il devient champion jeune. à 23 ans, 23 record qui ans. tient toujours aujourd'hui, record historique dingue, la de longévité l'UFC. du type. C'est ouf. On est en 2011. Hein. Ouais, Là, on est en 2023. Il est toujours champion. Ouais. Quand tu vois les champions de l'époque, tu dis les mecs, ils sont Je te maintenant, jure. il y en a, ils sont, à mon avis, ils tiennent des fermes dans le fin fond de l'Arizona. Enfin, tu vois. Et l'autre, il est encore en train de taper des gens dans la cage. Enfin, c'est complètement délirant. Le champion, c'est Mauricio Shogun Roy, le Brésilien à l'époque, très grosse star de l'UFC à l'époque. Il doit défendre son titre contre Rashad Evans. Ce dernier se blesse au genou à l'entraînement. Et c'est son partenaire, on est à 5 semaines de l'événement, et John Jones, c'est le partenaire d'entraînement de Rashad Evans, et c'est lui à qui on va donner la chance de remplacer Rashad Evans, qui va d'ailleurs créer une énorme rivalité entre les deux. Donc les partenaires d'entraînement qui finalement vont finir par devenir très gros ennemis. Petit somme. Exactement, et se rencontrer quelques combats plus tard pour le titre, avec John Jones qui va montrer que le nouveau bat l'ancien. Et donc John Jones, il saute sur l'occasion. C'est sa première chance de devenir champion. Il a 23 ans, il saute sur l'occasion et il détruit Roy. Il le stoppe au 3e. C'est une démonstration. Beaucoup. Vous pouvez aller revoir notamment nos films sur John Jones avant le combat contre Cyril Gane où on vous met tous les extraits de ce combat-là. Il a sorti les coups de coude ou pas? Il a tout sorti, les genoux, les coudes. Il lui a tout mis à Shogun et il finit par le battre, par prendre la ceinture, par devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Donc elle mérite d'être dans la liste parce que le short notice est à 1 mois, mais quand t'as 23 ans, que c'est un tel graal à franchir aussi de devenir champion à l'UFC, c'est beau de l'avoir fait. Ça peut être l'avènement des nouvelles légendes au final quoi. Ouais, tout à fait. La guillotine de l'espace pour John Jones, c'est contre Machida, les gars. La guillotine debout. Et je sais pas s'il parlait pas du combat d'avant. Oui, il l'endort. Je sais plus. Ah oui, peut-être. Ouais. C'est possible. Comme on regarde pas toujours le chat. On vous aime, hein, le chat. Mais quand on est dans nos trucs, on peut pas toujours tout regarder. On rentre sur le podium. Allez. Moi, je te propose qu'on regarde les 2 derniers, si tu veux. Allez, si oui, tu veux mettre ça des marche, images. ça Ouais. marche. Le 3e, Donald Cerrone. Celui-là, je l'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu haut. Il aurait pu être un peu plus bas. Mais Donald Cerrone, Benson Anderson, numéro 2. UFC Fight Night 59, on est en janvier 2015. C'est un UFC Fight Night dans le main event, on est à Boston, c'est McGregor contre Seaver. C'est le début de l'énorme année et demie, 2 ans on va dire de McGregor où il devient une superstar absolue. Il commence déjà à monter très fort au niveau hype et ce soir-là c'est un peu le début du gros run qui va mener à José Aldo, à Eddie Alvarez et même à un combat de boxe contre Mayweather. Donc c'est une grosse soirée pour l'UFC. Cowboy, donc Donald Cerrone, en fait il a combattu Cowboy, quelques c'est jours. son surnom? Ouais, c'est son surnom. J'aime bien. Il a combattu à l'UFC 182. C'était quelques jours avant. Et en fait, on l'appelle pour remplacer Eddie Alvarez, qui est forfait pour affronter Benson Anderson. Et donc, il doit l'affronter 15 jours après son combat à l'UFC 182, qu'il a gagné. Ça rappelle un peu Chimaev au final. Il y a un peu de ça, Chimaev, qui avait fait 2 combats en 10 jours en 2020 pour ses débuts à l'UFC. Ils se sont affrontés en plus 5 ans avant, au WEC. Et Benson Anderson avait soumis Cerrone sur étranglement. Donc en plus on te dit d'aller affronter un mec en 15 jours qui t'a soumis quelques années avant. Tu vois, c'est pas le super bon délire quoi. Et ben finalement Cowboy le prend parce que Cowboy Cerrone, ça, il a toujours dit anywhere, any place, je prends n'importe qui, n'importe quand, même en 15 jours, donnez-les-moi. Il accepte, il le prend et il s'impose sur décision unanime. C'est sa 7e victoire de suite, c'est une de ses plus belles séries en carrière qui montera à 8 et il aura une chance pour le titre perdu contre Rafael Dos Anjos. Mais voilà, quand on a combattu 15 jours avant, qu'on doit affronter un mec qui nous a soumis 5 ans avant, ouais, bravo Cowboy Cerrone pour avoir pris ce combat et pour l'avoir gagné. Sans vouloir te piéger, le combat d'avant, il le gagne comment? Décision. Pour moi, décision. Faudrait que je le revoie, mais pour moi, donc, décision. Il fait quand même un full fight avant, quoi. Ça se vérifie quand même, mais pour moi, c'est décision. Ok, ça marche. Et on passe aux 2 premiers, que là, tu peux, si tu me les trouves sur YouTube, tu peux me les mettre, comme ça, on en parlera sur les images. C'est aussi sympa, non? De ouf. Alors j'ai mis le titre, donc tu peux déjà commencer à l'évoquer. Je vous préviens tout de suite pour ceux qui aimeraient retrouver ça à l'écrit. Je me suis pas embêté à écrire 3 pages pour faire ce Twitch pour pas le mettre en article derrière. Dans la semaine, je vais vous faire un article là-dessus. C'est le même. Numéro 1, c'est celui d'en dessous. Les highlights. Ouais, non, c'est le premier. Oh, tu peux le remettre, autant mettre la version. La version RMC, non ? C'est le 1 celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Ok, ça marche.
Mais c'est juste, il y avait les highlights, tu vois, là ça dure 16 minutes. Ah bah si tu mets les highlights, c'est encore mieux. Tu vois, les là, petits, c'est les le petits highlights highlight. de 4 minutes. Alors on vous raconte l'histoire. On est à l'UFC 196 en mars 2016. Conor McGregor vient de battre en décembre José Aldo pour devenir champion des moins de 66 kilos à l'UFC. Donc il est au sommet de sa hype. Il a battu Aldo en 13 secondes, qui était invaincu depuis 10 ans. C'est un délire. Il doit alors affronter Rafael Dos Anjos, dont je vous ai parlé juste avant, qui est le champion des moins de 70, pour devenir le premier Chem de l'histoire, donc champion dans 2 catégories en même temps. Ça n'avait jamais été fait à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 4 qui l'ont fait, dont McGregor, mais ça n'avait jamais été fait à l'époque. Problème, le Brésilien, il se casse le pied 10 jours avant le combat. Les Brésiliens, comme Charles Oliveira, ils ont parfois cette tendance à faire des sparring durs 10 jours avant le combat. C'est complètement débile. Mais qu'est-ce que tu veux, ils le font et ça peut donner des cas comme ça. Donc 10 jours avant le combat, on est sans main event. Ned Diaz, que vous voyez sur le côté à droite de l'écran là, qui est très célèbre avec son frère Nick. Voilà, c'est des gens parmi les légendes de l'histoire de l'UFC, des gens qui prennent pareil n'importe qui, n'importe quand et qui ont cette âme de guerrier. Il est sur un yacht en train de siroter les cocktails. L'UFC l'appelle, lui dit tu veux prendre ça, parce qu'en fait quelques mois avant, après sa victoire contre Michael Johnson, Ned Diaz au micro il avait déchiré McGregor. C'est une des interviews les plus célèbres dans la cage de l'histoire de l'UFC, parce que c'est sur Fox et Fox doit biper les insultes et ils sont en décalage de 2 minutes pour éviter les dingueries. Donc l'ensemble de l'interview c'est bip bip bip, t'entends juste 2-3 mots entre les bips, il dit que des fuck. Donc tout est bipé dans son interview. Donc l'UFC se dit bon bah quitte à pas avoir Dos Anjos, on va prendre ce combat on va lui proposer Ned Diaz. Ned Diaz leur flûte en disant ouais vous inquiétez pas, je prépare un triathlon, alors qu'il est sur un yacht en train de siroter des cocktails. Mais il prend le combat. Les premières conférences de presse sont complètement lunaires, avec Ned Diaz qui disent ils sont tous sous stéroïdes. Enfin c'est complètement lunaire l'approche de ce combat. Et Ned Diaz, on l'a vu dans le premier round, il se fait un peu dominer par Conor, même bien dominé par Conor. Mais il a ce tank qu'il a, donc ce réservoir d'essence qu'a Ned Diaz, qui est impressionnant. Et au fur et à mesure, et on va le voir dans ce deuxième round en fait, il prend la mesure. Et il y a un moment, ça bascule, le cardio de Conor commence à baisser, Ned Diaz lui monte en puissance, il y a 2 ou 3 coups qui font changer, qui font switcher totalement l'esprit du combat. On est à peu près là-dessus, on est à peu près à ce moment-là d'ailleurs. On voit Conor qui est toujours pas mal, mais qui commence à prendre des coups, tu vois, les 2 jabs qu'il a pris là, et tu sens que ça commence à baisser de pied, et au fur et à mesure en fait Ned Diaz va reprendre cet avantage là. Va reprendre l'avantage sur Conor et va finir, vous allez le voir à la fin de ces highlights, il va finir par soumettre, par étrangler Conor dans ce deuxième round. Vous voyez là ce coup là, le direct du bras arrière gauche, là on sent que Conor il commence à tituber, il est très touché, peu, ça danse beaucoup, il lui dit vas-y reviens, ce qui est symptomatique d'un mec qui en fait est un peu mal. Et là lui Ned Diaz lui met ses Stockton slap, il lui met des claques, il prend encore plus de boost parce qu'il sent que l'autre est en train de craquer totalement. Conor là on voit bien, il résiste plus qu'autre chose là. Là le cardio est plus du tout là. Même en clinch comme ça, il prend des sacrés pelletés de coups. Et on va voir un moment Conor, quand on n'en peut plus debout en MMA, en général, on essaye d'aller au sol. On essaye d'aller au sol parce qu'on n'en peut plus debout et qu'on essaie de trouver une autre solution. Et là, vous allez voir, à force de prendre des coups, McGregor va dire ok, j'en ai marre. Voilà, j'essaye d'aller au sol, ce qui n'est pas le style de McGregor, le style où il est le plus efficace. Et Diaz qui est en totale furie et qui au sol. En jiu-jitsu, je peux vous dire que Ned Diaz, ça rigole pas du tout. Il va profiter tout simplement de la fatigue de Conor qui n'est plus du tout là, qui a plus du tout de cardio. Il lui met les coups, ce qui lui permet de retourner Conor. Là, il lui met le coup qui permet que le coup de Conor se lève un peu. Il passe la main en dessous, étranglement. Conor tape, terminé. Première défaite de Conor McGregor à l'UFC, pas dans sa carrière, mais à l'UFC. C'est la superstar absolue à l'époque de l'UFC avec Ronda Rousey, même si Ronda vient de perdre. Donc c'est vraiment la grande étoile de l'UFC de l'époque. Et ce résultat et cette victoire de Diaz choque le monde totalement, avec en plus l'interview d'après-combat où Ned Diaz va vous dire I'm not surprised, motherfucker. Je vous laisserai le soin de traduire chez vous, mais qui est une des lignes les plus iconiques de l'histoire de l'UFC. Donc un des plus grands upsets en short notice, il avait pris, on vous rappelle, le combat 11 jours avant. Et c'était bien de le noter dans le chat, en effet, c'est en welter. Ce combat se fait en welter, donc en moins de 77 kilos, puisque Ned Diaz n'avait pas le temps de couper le poids. Et la revanche qu'aura lieu à l'UFC 202, quelques mois plus tard, gagnée par Conor sur décision, sera aussi chez les welter, parce que Conor voulait prendre sa revanche dans les mêmes conditions que le premier combat. Fort. Mais numéro 1. Mais il y a plus fort que ça. Il y a plus fort que ça. Et je pense qu'il sera très difficile de toucher et de battre dans un classement comme ça Luke Rockhold contre Michael Bisping, UFC 199, juin 2016. C'est marrant, on est dans la même année. On est en 2016, on est à 3 mois d'écart. Les 2 plus gros upsets en short notice, ils sont à 3 mois d'écart dans la même année, en 2016 à l'UFC. Je vous fais le petit topo. Le champion, c'est Luke Rockhold. Luke Rockhold, l'américain, notamment qui travaille à AKA,
La salle où on pourrait retrouver Daniel Cormier, Rabib Nurmagomedov, Javier Mendez en coach. Est-ce que on le cherche là? Je le cherche, c'est le 1. Non, c'est le 2 justement. C'est le 2? C'est le 2 justement. C'est celui-là? Ça doit être celui-là, ouais. Pour moi, c'est celui-là. Ce qui c'était. Et non, 204. Parce qu'on est sur l'UFC 299. Ah non, c'est Anderson, excuse-moi, c'est pas Rockhold, c'est Anderson. C'est eux qui avaient mal titré en fait, c'est eux qui titrent mal. Celui-là, je pense que celui-là, t'es bon. Celui-là là? Ouais, celui-là, t'es bon. Donc Luke Rockhold est le champion. Ouais. De toute façon, vous allez voir, ils mettent les. Ouais, ça c'est la fin du combat. Donc vous êtes en train de voir la fin du combat. Il l'avait pas encore vu, je pense. On est bon. T'es bon, ok, très bien. Donc le champion, c'est Luke Rockhold qui a battu Chris Weidman, qui était le tombeur d'Anderson Silva, qui lui a pris sa ceinture à l'UFC 194, qui était d'ailleurs l'UFC où il y avait Conor contre Aldo, donc un UFC historique. Et Bisping, là, et Rockhold doit faire la revanche contre Chris Weidman. Il doit y avoir une revanche pour le titre, sauf que Chris Weidman est forfait. On est moins de 2 semaines avant l'événement. Pareil, blessure, forfait pour Chris Weidman. Il faut trouver un nouvel adversaire à Luke Rockhold pour l'UFC 199. Michael Bisping, le Britannique, il est à 24 combats à l'UFC à ce moment-là de sa carrière. Okay. Il n'a jamais eu une chance pour le titre, alors qu'il a quasiment toujours été dans le top 10. Mais chaque fois qu'il a le combat qui est la dernière marche pour pouvoir avoir une chance pour le titre, il le perd. Okay. Il échoue. Tout le temps. Quand l'UFC l'appelle, il est sur le tournage du film Triple X. Il est en train de boire des bières avec les acteurs. On l'appelle, on lui dit: est-ce que tu veux prendre le combat pour le titre dans 12 jours environ? Let's go! J'ai jamais eu ma chance pour le titre, on y va, on la prend. 18 mois plus tôt, on va revenir à ce qu'on disait avec Cerrone contre Anderson, 18 mois plus tôt, Rockhold a soumis Bisping. Okay. Donc il l'a étranglé, l'écrase dans ce combat-là, il l'a soumis. C'était que 18 mois plus tard. Ouais. Bisping, on lui dit: t'essaies dans 10 jours, c'est pour le titre, pour ta première chance, c'est peut-être ta seule chance en carrière. Contre le mec qui t'a étranglé à 18 mois. Yes, t'es sur le tournage d'un film. Let's go, ça, on y va, c'est parti, on le fait. Il était presque heureux, c'est marrant, Bisping, il dit en conférence de presse: j'étais presque heureux de ne pas avoir à trop m'entraîner. Okay. En fait, je suis content de l'avoir en 10 jours parce que voilà, je réfléchis pas, j'y vais et je donne tout ce que j'ai. Les conférences de presse sont géniales parce que Bisping défonce totalement Rockhold au micro et il arrive à bien vendre le combat même en 10 jours parce que Rockhold est très dans des phrases de développement personnel et à un moment, Bisping prend le micro et il dit: arrête de nous saouler avec tes trucs de se développer, de machin, moi je vais te casser la tête, c'est tout ce qui compte. Ce qu'on aime voir. Quoi. Voilà, exactement. Il est très vendeur. De presse, Rockhold est ultra favori, mais je crois que la côte c'est même abusé à ce moment-là d'être favori. KO premier round, comme vous allez voir là. KO premier round de Bisping qui prend la ceinture, qui devient le premier britannique et anglais champion à l'UFC, donc il marque l'histoire même de son pays en MMA. Tout ça à son 25e combat. C'est la plus belle histoire de Cendrillon de l'histoire de l'UFC. Tout ça. Voilà, la gauche qui lui a fait mal. Il lui en remet une, il est contre la cage, l'arbitre arrête les frais. Merci. Cendrillon Bisping vient de réaliser le rêve de sa vie. C'est la magie. Sans prendre totalement. Un coup. C'est la magie totalement, tout en sachant, c'est génial que dans le chat on nous parle, Bisping avait un problème à l'œil, ça faisait déjà longtemps qu'il avait ce problème à l'œil là, il était pas 100% physiquement au niveau de sa vision, déjà à ce moment-là de sa carrière. C'est une dinguerie ce qu'il fait. C'est pour ça que je dirais, pour battre ça, avec l'enjeu qu'il y avait, avec le fait qu'il a été soumis par le même mec 18 mois plus tôt, qu'il ait jamais eu sa chance en 24 combats, qu'il soit le premier britannique champion à l'UFC. Mec, c'est un enfant qui a eu son meilleur cadeau à Noël, là, vraiment. Il y a littéralement, et c'est même pas ça, parce que c'est même plus dingue, puisqu'il a tellement plus de combats, il avait tellement plus d'années à l'UFC. Mais pour vous rendre compte, c'est un peu Benoît Saint-Denis à qui on donne 10 jours avant l'événement un combat pour le titre et qui devient le premier champion français à l'UFC en déjouant tous les pronostics parce qu'il battrait Makhachev. Plein menton. Rockhold est méga favori. À ce moment-là, on croit que Rockhold il va régner sur la division pendant très longtemps parce que physiquement, techniquement, il est très fort, il est très bien entouré par ses coachs à la quai. Et Bisping choque le monde absolument. Il lui en met 2 plein menton, ça suffit. Hein. Et il retourne sur le tournage avec sa petite ceinture. Tranquille, je t'ai fait ça. Je crois que je sais pas qui y avait dans Triple X, c'est les films avec c'est Vin Diesel. Ouais, c'est Vin Diesel. C'était Vin Diesel. Je crois qu'il y avait Samuel L. Jackson aussi dans ce film-là, enfin dans ces films-là. Enfin voilà, donc ça c'est des histoires superbes d'upset et en short notice, donc de surprise. Et ça vous prouve que ce samedi à l'UFC 294, tout est possible. Et ne croyez surtout pas que les deux qui ont pris le combat 10 jours avant, ils sont battus d'avance parce qu'ils ont pris le combat 10 jours avant. C'est absolument pas le cas. Et c'est arrivé, là on a parlé que de l'histoire de l'UFC, mais j'en aurais plein à vous raconter dans des autres organisations de short notice qui sont une surprise et où le mec qui est pas favori le prend. Je t'en ai noté 2, mais ça c'est pour nos anciens MMA. Daniel Cormier,
ancien double champion à l'UFC, quand il est à l'époque chez Strikeforce en 2011, il doit pas participer au tournoi de Strikeforce, c'est un tournoi chez les poids lourds. Ouais. Il pense qu'il est trop jeune et pas assez mature en combat en MMA pour le faire. Sauf que Alistair Overeem se blesse, il le remplace, il affronte Bigfoot Silva, une légende du MMA brésilien, qui vient de battre Fedor Emelianenko, qui vient de mettre KO Fedor, qui est une légende absolue des poids lourds. On avait vécu ça, Sandor le Goat des poids à la lourds. retraite ensemble sur Twitch. Cormier il dit vas-y, je prends quand même le premier tour de ce tournoi-là. Tout le monde s'attend à ce qu'il le lutte puisqu'il vient de la lutte. Il a même fait les Jeux Olympiques, Daniel Cormier. Ouais. Non, il se met en striking. Il se met en striking tranquille et il le met KO au premier round. Il le met KO au premier round d'ici. Et au One, plus récemment, en 2020 et 2021, régné de Raider, qui était l'ancien double champion au One. Il avait les deux ceintures en même temps. C'est la grande organisation japonaise. Il va prendre les ceintures middleweight et light heavyweight, donc des moins de 84 et moins de 93 kilos, au même mec. C'est le même mec qui avait les deux ceintures, il va lui prendre aux deux. Et le deuxième, il prend le combat 5 jours avant l'événement. L'autre, il doit affronter un autre challenger. Le challenger se blesse. De Raider dit moi, je suis là si vous voulez. Je lui ai déjà pris sa ceinture à la poids d'avant. Je peux aussi venir le traumatiser à là. L'autre est favori dans cette catégorie-là parce que c'est plus dur pour De Raider. Pas grave, il va la prendre. Il va la prendre. Il le détruit en 5 rounds. Voilà, tranquillement. Ça régale. Merci, Alex. Donc, t'en as eu partout dans l'histoire de l'UFC. Merci, Alex. Et je sais que les gens, je le sens, les gens dans le chat ont kiffé toutes ces anecdotes. Franchement, tu régales. Ça tue. Merci beaucoup. Merci. Alex. Et c'est là, et je noterai juste avant de partir ce message dans le chat parce qu'il résume bien pourquoi j'aime ce sport-là aussi. Celui qui a dit 7K qui a dit c'est la magie de ce sport. Ouais, oui, vraiment. C'est la magie de ce sport. Vraiment, tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand Ousmane se fait détrôner par Edwards, on s'attend pas à High Kick et au KO, 5e honneur. Que ça soit ces conditions-là, les pesées, tout peut arriver. Tout peut arriver dans ce combat. Une blessure, tout peut arriver, c'est ça qui est. Donc montez dans le train si vous n'y êtes pas parce que vous prenez. C'est des surprises chaque semaine. Et le MMA globalement. Merci le chat, merci les mus. Merci Alex. On va se quitter sur le film Makhachev, Volkanovski. Triple X, meilleur film, les mecs ont pas le droit quand même. Je suis d'accord. Là, c'est un peu dur. Meilleur film si on compare juste à Triple X, quoi, dans un classement où il est tout seul. Je te jure. Non, c'est dur. Ciao tout le monde. Mais bon, chacun ses goûts.